J'ai fait mes études à la Cambre, euh, en peinture monumentale, qui s'appelait monumentale à l'époque. J'ai rencontré une série de professeurs et une série d'étudiants, parce que nous étions très peu nombreux et on circulait facilement d'atelier en atelier. Et parmi ces professeurs, soit d'avoir travaillé avec certains, soit rien que de les écouter pendant qu'ils donnaient cours, hein, c'était une des réponses à la question. Et je peux citer quelques-uns, quoi, hein, mais euh, Paul Desvaux comme professeur et comme personnage et comme artiste, mais pas, difficilement comme professeur de peinture monumentale, quoi, hein, parce que c'était encore l'époque où beaucoup des études, quand je suis rentré, les étudiants de l'atelier de peinture peignaient tous des squelettes ou des femmes dans des décors de temples grecs, quoi, ce qui était très loin de ce que j'imaginais, hein. Et j'ai été chez Mendelssohn pendant plusieurs mois, travailler avec lui parce qu'il me l'avait demandé et que c'était très bien, quoi. Il y avait des jurys chaque année, comme dans d'autres écoles d'art. Et là, j'ai rencontré euh, des peintres, des architectes et et je mélange un peu, mais aussi dans les conférenciers. Par exemple, un exemple, il y a un Canadien qui avait parlé de Barnett Newman, dont on n'avait jamais entendu parler, et avec qui on avait fait une visite à Amsterdam ou à Rotterdam avec une exposition, hein. En arrivant, en étudiant, en voyant le tableau de Barnett Newman, il y avait non seulement le tableau qui était extraordinaire, je trouvais, mais aussi l'explication de toute la technique, qui était une technique inventée et pas une technique d'artiste peintre classique apprise pendant de longues années, quoi. Hein, travailler avec des rouleaux et des peintures murales industrielles en utilisant euh, des tapes pour délimiter certaines zones, c'était tout le contraire de ce que on parlait à l'époque à la Cambre de peinture. Léon Seinen était le directeur de la Cambre et étant, pendant mes études, j'ai rapidement travaillé sur des murs de la Cambre euh, comme des exemples de murs d'architecture possibles à, à, à être des supports pour des peintres, quoi. Et je travaillais un jour sur un grand mur et Léon Seinen, qu'on ne voyait pas régulièrement, quoi, hein, s'est arrêté, il m'a regardé, il a regardé, il m'a dit, si tu savais, moi j'attends un artiste qui peindra euh, un mur ou un tableau avec un seul pinceau et une seule couleur, hein. Et puis voilà, j'ai pas compris tout de suite, on a beaucoup ri. On se mélangeait beaucoup aussi avec les étudiants d'architecture, vu le nombre, quoi. Hein, on participait, moi j'ai participé chaque année à aider en fin d'année d'études d'architecte à réaliser avec eux des maquettes, pas des plans, mais des maquettes. Et ça créait des contacts de travail déjà entre le métier d'architecte, le métier d'artiste, et qui était pour finir la même envie de réaliser des choses. Comme professeur, il y avait Bourgeois, hein, il y avait en architecture, hein, il y avait une série de professeurs d'architecture. Il y avait un, oh, j'ai oublié le nom,
architecte anversois, qui était professeur de peinture pour les architectes. Il était question de la démolition de la Maison du Peuple à Bruxelles, et Marcel Peupleux, avec 2 autres architectes, avait créé un petit comité de défense et d'essayer au moins de récupérer certaines des parties, et que il m'avait demandé, et j'allais presque tous les jours numéroter toutes les pierres intéressantes selon leur situation, nord, sud, est, ouest, leur rang, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque pierre ou chaque dalle ou chaque carreau était numéroté avec une couleur qui allait pouvoir s'effacer, pour si certaines de ces parties seraient récupérées et seraient réutilisées. Rencontré Maurice Culot, et son épouse qui était peintre, et toute une série de jeunes architectes qui se sont renforcés à l'idée d'une aide de Maurice Culot, de ses pensées, de ses idées, et qui était certainement tout à fait intéressante, mais qui ne laissait pas une place autonome à des artistes faire le travail. Il choisira un artiste pour réaliser certaines parties de l'architecture, dont un hall d'entrée, dont des frises, que ce n'était pas du tout les idées que je commençais à avoir, de participer pleinement à la conception, si possible, à un travail avec l'architecte, dès le départ d'un travail d'architecture. J'étais diplômé en 1961, et j'ai réalisé dans mon atelier une série de projets de participation à la couleur, dans le sens de circulation, de circulation en utilisant toujours une série de couleurs, les mêmes couleurs, ou ne pas choisir une couleur parmi d'autres. C'était le choc ou la rencontre de 2 couleurs, de 3 couleurs. J'ai fait des séries de 5 couleurs, des séries de 10 couleurs, que je réalisais en peinture, parfois en peinture à la craie sur des tableaux noirs, pour montrer des exemples de possibilités, et des débuts de construction, d'assemblage de matériaux, comme des vinyles de couleur, mais en pensant aussi à ne pas les encadrer avec des cadres, mais que j'ai formé des cadres avec des fers à béton, et des séries de crochets qui tendaient des toiles de couleur. Dans certaines toiles, j'avais introduit des tirettes éclairs, qui s'ouvraient et qui laissaient apercevoir une autre couleur. Et on pouvait ouvrir, fermer, et jouer, enfin jouer. Le spectateur pouvait participer à la découverte d'un objet qui était une peinture ou une sculpture. Ou forcément, puisque les rochers étaient partis en 2 dimensions, puis en 3 dimensions, et devenaient des objets de sculpture. Et aussi, j'avais rencontré un étudiant en théâtre, en décor de théâtre, et qui avait des entrées à la BRT, et qui m'avait demandé au départ de travailler parfois avec lui, et puis un peu plus. Et pendant plusieurs mois, c'est pas plus qu'une année, je faisais tous les projets. Au départ, je participais au projet pour les réalisations de ces décors, et puis il avait pas d'équipe, il avait un menuisier, lui,
un menuisier, et forcément, la BRT n'avait pas des locaux particuliers pour faire ses émissions, donc on devait tout monter en fin de journée, la soirée, une partie de la nuit, dans les locaux de l'INE à la place Flagey. Que ça a été au niveau des matériaux, de la, de la composition des matériaux et de la technique du bois, du papier, du tissu chiffonné, couleur, un apprentissage sur de la modification des matériaux qui était intéressante. Au début, moi, j'avais pas de boulot. Tu sortais, tu étais artiste peintre, et puis voilà, quoi. Hein. J'avais fait aussi quelques dessins, parce que je dessinais beaucoup. J'avais beaucoup dessiné, déjà pour montrer la cave, j'ai beaucoup dessiné. Je dessinais dans des gares ou des zones portuaires. J'ai obtenu de la STIP. J'avais demandé, j'ai obtenu une série des plans d'une future station, la station Méro, hein, où j'avais la possibilité de concevoir un projet par rapport à une réalité d'architecture et importante. Hein, il y avait quand même 2 fois 100 mètres de quai, hein, plus les cages d'escalier, plus les ascenseurs. Et ma proposition a été de travailler avec des carreaux de faïence de 5 couleurs, hein, mais traditionnels, des carreaux traditionnels, les couleurs choisies parmi les couleurs de la fabrication d'une marque, hein, et que le projet devienne la composition d'un, comme j'avais 5 couleurs, d'un rythme de zone de 5 couleurs sur la longueur du quai, que chaque zone intervenait proportionnellement à la quantité de la zone suivante, et de la zone suivante, et de la zone suivante, et dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche. Il y avait un système, mais il n'était pas tout net, tout régulier, tout précis. Il fallait réfléchir et que ça occupait beaucoup d'enfants qui attendaient. Et ils comptaient, oui, la couleur, elle est là, mais elle devrait être là, mais elle n'est pas là. Et qu'il y avait cette vision du spectateur en attente, et quand le tram roulait, la vision du mouvement, du passager en mouvement le long d'un quai où la peinture évoluait comme, je dis, presque comme un film, c'est pas comme un film, évoluait selon le déplacement. C'était pas une commande, mais devant le projet, c'était, je veux dire, je ne sais pas s'il était bien le directeur de la section architecture, qui m'avait très gentiment montré les plans et montré aussi les stations en construction de M. Casanova. Hein. Et il a tout, tout de suite compris, mais tout de suite accepté l'idée, hein, qu'il n'était pas nécessaire dans une construction aussi importante d'attendre que tout soit fini et puis de réaliser une peinture. Donc j'avais tracé des cales, sur des cales, les trames à la dimension qui correspondait au 15-15, au carreau 15-15. J'avais des plans de, je crois, 7 mètres de long, hein, et sur lesquels j'ai travaillé avec des crayons de couleur, des marqueurs, des rattrapages. Et quand j'ai voulu les remettre, les montrer régulièrement, j'ai dû remplacer les couleurs par des numérotations. Chaque couleur avait un numéro. Il y avait une commission royale, je ne sais plus si elle était royale, une commission
qui avait été nommé pour choisir les artistes qui travailleraient dans les métros. Et ils avaient cité mon nom, ce qui l'a tout à fait définitivement rassuré. Et moi un peu aussi, parce que j'ai quand même été euh, rémunéré à ce moment-là, parce que la commission m'avait choisi en voyant ce projet. J'étais très content d'avoir réalisé un projet conséquent, hein, qui n'avait pas coûté plus euh, que le prix de ne pas l'avoir fait. Si les carrelages avaient été unis, il n'y aurait pas eu de projet, mais il y aurait eu la même définition du carreleur, des prix, des ouvriers. Et ce qui, socialement, me faisait repenser, parce que j'avais beaucoup pensé au rôle de l'artiste dans la société, hein, qui était aussi de travailler certainement pour pour son univers, hein, mais aussi dans l'idée de rendre des choses euh, peut-être plus artistiques dans l'environnement, dans l'architecture, dans les espaces publics. J'ai fait quelques concours, forcément de peinture, hein, dont la jeune peinture, dont le concours de Ostende qui était assez connu, hein, et j'avais été médaillé à Ostende, de bronze malheureusement, enfin de bronze, une médaille de bronze. Et puis à ce moment-là, j'avais rencontré, non, Monsieur Coquelet, qui dirigeait le musée d'Ixelles, faisait une exposition de 4 sculpteurs. Et il avait vu mon travail à la jeune peinture, et il m'avait demandé si je pouvais euh, faire participer à son exposition. Et il avait introduit un cinquième, la couleur. Donc c'était le sculpteur de la couleur. Ça m'avait fort intéressé. C'est drôle ce que tu me dis, parce que ce que tu me dis, c'est dernièrement que j'ai eu. Ce que jamais tellement lu sur les artistes, tellement. J'avais vu des artistes, j'avais apprécié une série d'artistes, en particulier les peintres américains, en particulier quelques Hollandais, dont Mondrian et Van Doesburg, hein, mais j'ai relu plus dernièrement des explications d'artistes, dont par exemple Rothko, quoi, hein, qui expliquait toute la logique de son travail, mais aussi de sa réalisation, hein. Quand je me dis, quand je travaillais euh, pour l'architecture, et qu'à Lacan, c'était très intéressant, on travaillait avec de l'huile qu'il fallait filtrer plusieurs fois, mettre à la lumière pour la blanchir, hein, qu'il fallait ou acheter de l'huile de violet, ce qu'on m'avait conseillé, une petite bouteille, comme une bouteille à parfum, coûtait un prix presque abordable une fois, mais pas pour faire des grands panneaux, quoi, hein, que, que, que Rothko, qui a eu tellement de difficultés à un moment dans ses débuts, hein, et que quand il a continué, quand il a repris la peinture, hein, il a réinventé, il a amélioré, il a chipoté, à retrouver des mélanges de peinture traditionnelle et nouvelle, et inventée, et des produits nouveaux, et qui manipulait jusqu'à ce qu'il trouve et le ton et la matière avec laquelle il pourrait certainement peindre ses grands formats.
dit oui, mais Jean travaille avec des architectes dans l'architecture. Hein, et je n'ai quand même pas abandonné la peinture. J'ai fait une série de dessins avec des traçages à l'encre de Chine, des couleurs appliquées et des plus grands par après, et l'utilisation de supports que je n'avais toujours pas envie de reprendre des toiles de peintre. Je ne sais pas, il y a certainement des toiles de peintre extraordinaires, mais je voulais travailler sur des matériaux industriels et qui avaient une particularité physique déjà soit dans le ton, soit dans la granularité, soit dans le lisse de ce papier, un rapport avec son usage. C'est ça qui m'intéressait, c'était cette particularité-là, une tonalité pas une nouvelle couleur, mais une modification de certaines applications. J'ai acheté beaucoup aux puces, à l'UE, dans des brocantes. J'ai beaucoup, à un moment, c'était une occupation de visiter les petites villes, des brocantes, ouais. J'ai acheté beaucoup, trop, et maintenant je souris parfois parce que je n'ai jamais acheté des objets autres qui m'intéressaient pour éventuellement utiliser dans le travail que je faisais, quoi. Moi, j'ai acheté des papiers, des rouleaux de papier, j'ai acheté des porte-plumes, j'ai des quantités de porte-plumes, j'ai acheté des plumes, des stylos particuliers avec des plumes de largeur différente, la plume qui eux aussi tracent des traits d'une certaine dimension et pas d'une autre, et des compas, des boîtes de compas, des boîtes, quels beaux objets, quoi. Une boîte de compas ancienne qui a été bien traitée, hein. Euh, euh, des lampes d'architecte, hein. J'ai une quantité de lampes d'architecte articulées, quoi, hein. Magnifique. Les outils, c'est une évolution aussi, hein, parce que j'ai peint jeux de mieux même importants. Je les ai peints moi-même, quoi, parfois avec un étudiant qui m'aidait, mais euh, à la brosse. Et quand j'ai commencé à retravailler la peinture sur des papiers particuliers, je ne voulais pas faire des petits projets et puis trouver les moyens pour les agrandir, et des peintures. Et que je suis passé de l'application à la brosse à l'application avec des couteaux de plafonneur qui ont une dimension. Et il y a des couteaux de différentes dimensions et que je traçais, je trempais, je traçais et je pouvais travailler directement sur le support papier qui avait déjà des signes, hein, en traçant des formes et par les dessinant, les mesurant, hein, je pouvais travailler sans projet, commencer sur le support et m'arrêter plus ou moins près, lointain, hein. Et ce sont ces rapports de la manipulation de l'outil par moi évidemment, hein, qui donnaient les formes et les dessins. J'ai une série de ces outils, hein, donc qui ont toujours une dimension et en traçant. Et il y a un rapport aussi, il y a un rapport, ça c'est de la peinture, mais il y a un rapport aussi au plan et au dessin que je faisais. Parce que quand on dessine un plan, on a aussi des plumes de différentes largeurs qui tracent, hein, et qui vont d'un endroit à un autre sans hésitation, sans, sans rature. Pour être plus près du travail,
j'ai gardé, cherché, parfois retrouvé des cartes de couleurs industrielles et de marques différentes, et de plus anciennes aux plus récentes, quoi. Et, et dans les couleurs, peintures, mais dans les matériaux aussi, dans les tissus, dans les fils, dans les... En fait, beaucoup d'objets, comme j'avais travaillé avec des rythmes de couleurs et des rythmes de couleurs, tous les objets, j'ai acheté des objets que j'ai pas besoin. Je n'aurais jamais besoin. Je crois que j'ai acheté une boîte de tournevis où tous les manches ont une couleur différente, hein, toutes les poignées. Beaucoup de crayons, j'ai des crayons de couleur, j'ai des boîtes de crayons. J'ai reçu une boîte de crayons de couleur anglaise, hein, que j'ouvre avec précaution parce que la boîte est aussi belle que les crayons à l'intérieur. Et la manière dont tous ces crayons sont rangés, c'était... parfois je me dis mieux que les rythmes de couleurs que j'essayais de faire, quoi. C'était pas mieux, mais c'était juste et vrai. De toute façon, c'était... euh, il y a des crayons, des pastels, des boîtes de pastels de couleurs. Les boîtes de crayons de couleur, on ne trouve presque plus des crayons de couleur. On trouve des crayons de couleur, quelques petites couleurs fada pour, soi-disant pour les enfants, mais il y a des boîtes de crayons, c'était rouge, vert, jaune, bleu, deux rouge, deux jaune, ces crayons, ça c'est des crayons sèches, hein, pour travailler sur des panneaux noirs, sur des tableaux. Il y a des crayons grasses aussi, toutes cette sorte de petits objets, parfois utiles, parfois moins, mais qui sont rangés parmi leurs propositions de coloris différents. À l'ICEL, Gita Bréchatin organisait des réunions, une série d'artistes, qui allaient discuter sur des possibilités de travailler dans l'espace urbain et dans l'architecture. Gita Bréchatin réunissait des étudiants de la Corne, de l'île, de visiter. C'est comme ça que j'ai rencontré Michel de Vichet. Et on s'est très bien entendu, et ça nous avait amusé. Les étudiants pensaient tous que Michel de Vichet était un artiste et que moi j'étais un architecte. Et à ce moment-là, on était en communication, et puis il avait eu un travail, je dis un travail à Louise, de faire une palissade momentanée pendant la transformation d'un magasin qui était un bijoutier parisien, hein, et de faire une palissade. Et on avait fait une palissade euh, assez traditionnelle pour finir, hein, en latte de bois, hein, verticale, et j'avais fait une peinture de lignes rouges et blanches pour que ce soit une palissade signalante pour les automobilistes et de faire attention, quoi. Et c'était un travail intéressant. Pour la SRIB, Port de la Mue, rue de Sassa, hein, où il devait euh, euh, transformer un bâtiment ancien euh, en bureau, hein. Et ce bâtiment était en retrait de la rue de Sassa, était cerné par des bâtiments sans fenêtres, tout gris, qui étaient des hangars ou des usines encore, qui contouraient le bâtiment. Et là, j'ai proposé, et on a vite travaillé sur un dessin de structure un peu comme enfin un peu comme une colonne vertébrale, parce que dans ce vieux bâtiment,
il y avait des niveaux de 3 mètres de hauteur et des niveaux de 2 mètres. Et comme il faisait des bureaux sans priorité de bureaux, on avait fait une espèce de structure d'une mesure intermédiaire aux deux, hein, en ligne noire, verticale et horizontale, qui restructurait visuellement le hall d'entrée et la cage d'escalier à l'intérieur, et la cage d'escalier, et à l'extérieur, tous ces murs environnants, aussi avec le même, pas le même, avec le dessin partant des mêmes mesures et des zones de couleur assez prononcées. Et dans ces murs mitoyens, il y en a un qui était très très haut, et là on avait continué le dessin jusqu'à haut, et qui était assez intéressant parce que de la tour de la porte de la nuit, quand on avait été le voir, on voyait un grand dessin vertical, plein de couleurs, dans l'environnement de la ville où tout était gris. Il est resté très, très ami. Et puis, quand il a fait le musée de Kéramis, hein, avec, ils étaient cinq collaborateurs, et ils avaient fait euh, un mur en béton qui, qui contourait tout le domaine musée en très beau béton, très, très bien exécuté. Ils ont été obligés de l'isoler une des surfaces intérieures et ou extérieures, ce qui a été un cas de discussion bien compréhensible, quoi. Hein, et ils ont choisi de laisser, tellement les bétons intérieurs étaient très bien pour les expositions et pour l'utilisation des locaux, de choisir l'extérieur. Et il m'avait demandé éventuellement une peinture à l'extérieur. Une peinture, je voyais mal, et lui aussi, de peindre un motif, de peindre ce béton sur un revêtement, alors que le revêtement était une projection épaisse de cimentage. Et on a utilisé, moi j'avais fait un projet de ne pas utiliser de la peinture et de faire un projet peint, hein, mais d'utiliser comme la matière pour isoler était un cimentage d'une épaisseur projetée, et de projeter le tout, mais avant qu'il sèche, de aplatir, enduire, aplatir une série de formes, hein, que j'avais repris d'un camouflet militaire. Raymond Vallot est un architecte, hein, qui s'intéresse à beaucoup de choses, et forcément dans les mêmes domaines, mais l'architecture, la peinture, la sculpture, et qui a écrit sur l'architecture aussi, qui a analysé les architectures, et qui a écrit un livre, Fenêtre sur, hein, organisé par la communauté française, l'initiative de Chantal Lassonville et Lamia Benjafar, hein, et qui reprend une grande partie en analysant mon travail quasi depuis le début. Mais avec lui, on n'a pas réalisé de l'architecture ou des projets ensemble. On en a beaucoup discuté, beaucoup parlé. Il m'a pas éveillé, mais il m'a parlé de peindre beaucoup, parlé euh, de peintre, mais avec lui, j'ai été, parce il était en correspondance avec
l'architecture, l'atelier d'architecture Saint-Luc à Bruxelles, et on a été tous les deux à un voyage organisé par l'atelier d'architecture, hein, et à Chicago. Une visite forte, quoi. Forte et très forte. Et depuis, on est toujours en relation, en communication. Euh, Quand il fait beaucoup de photos pour le moment. Mais bon, hein, et quand il fait des photos, mais il fait pas quand il fait des photos, il fait des photos intéressantes, hein, dans la rue. Et il m'envoie souvent un document. Ah, regarde. Je dis oui. Certaines complexités de certains travaux avec certains architectes où j'avais quand même euh, vu se développer les ordinateurs et toutes les utilisations de l'ordinateur dont je n'avais pas euh, les moyens de les utiliser, hein, si ce n'est peut-être pour faire des petits carrés de couleurs qui bougeaient, mais je voulais aussi faire des- des- montrer des projets en 3D, montrer euh, des projets dessinés. J'ai toujours d'abord dessiné, fait des petites maquettes, et puis on a fait avec, j'ai eu deux, j'allais dire amis, ils sont devenus amis tous les deux, hein, mais Julien Dailly, hein, qui était étudiant en architecture, qui venait au moins une fois par semaine passer une journée avec moi, une soirée, pour manipuler les ordinateurs et faire des plans, des 3D, hein. Et puis, ayant eu son bureau à Charleroi et énormément de travail, il a dû, il a dû espacer. Et puis j'ai rencontré euh, Xavier Delory, qui est photographe, infographe, et qui avait travaillé pour des architectes, donc il connaissait déjà. Et les deux, je crois que les deux sont restés chacun plus qu'une dizaine d'années à travailler avec moi. Après mon exposition au Palais des Beaux-Arts, hein, peintre en bâtiment, hein, le titre disait certaines choses à ce moment-là, parce que c'est beaucoup de projets d'architecture que je montrais, de projets réalisés d'architecture avec ou sans architecte, hein. Et Denis Guillen, du Bax, euh, m'avait proposé, il voulait organiser une exposition avec Anne-Véronica Janssens et moi, hein, ensemble. Il savait qu'on se connaissait, et enfin, il savait, même si on ne s'était pas connus, quoi, il proposait, hein. Et puis j'avais dit, mais Denis Guillen, Denis, pas de Guillen, Denis, moi j'ai pas une série importante de tableaux et j'avais dit dans ton musée, mais une salle ou non, tout mon musée. Je dis, mais j'ai pas envie et j'ai pas de quoi remplir. Mais je te demande pas de remplir. Il dit, je te demande, euh, quand j'ai vu tous tes projets euh, d'intervention dans des architectures, je t'offre le musée comme une architecture et pas comme un musée. Et si tu voulais travailler un projet sur l'entièreté du musée, comme tu le ferais si c'était un bâtiment. Ah, ça, je trouvais que la proposition était vraiment en accord avec tout ce que j'avais envie, quoi, hein. Et puis on avait rencontré Anne-Véronica, et comme on savait qu'elle avait plutôt l'intention de mettre ses vélos au sol, les deux, les deux projets, les deux travaux euh, fonctionnaient très très bien ensemble, parce que euh, c'était une grande peinture qui traversait les 3-4 pièces, hein, de couleurs fortes, hein. Et les vélos d'Anne-Véronica avaient les roues en, en métal poli,
et réfléchissait, et les gens qui roulaient sur les vélos, sans faire attention, euh, reflétaient des parties de la peinture, et c'était vraiment très bien. Et son choix, et ces deux travaux, et la qualité de ces deux travaux, mais aussi la relation et les rapports que ces deux travaux ont à ce moment-là eu ensemble. Il y a une autre rencontre très forte. J'avais été sollicité par Georges-Éric Lanter, un architecte liégeois, si je voulais participer avec lui à un concours qui était une réhabilitation de la tour Loto. Je ne sais pas comment elle s'appelle maintenant, hein, mais son habillage devait être revu. Et bon, j'avais rencontré, j'avais été à Liège, et j'avais déjà été très impressionné en arrivant chez lui. Il avait une maison, rue Chéry, ce qui est bien aussi, hein, parmi d'autres, identiques presque, du même gabarit, et rien ne se voyait d'une modification. L'entrée était encore des locaux privés où il n'avait rien changé. Et en pénétrant dans cette maison, on arrivait dans un espace de bureau, hein, une seule grande pièce, une seule grande vitre, une grande table au milieu, des chaises autour, hein, et le jardin autour vu par les vitres. Et la collaboration pour ce concours a été euh, très intéressante pour moi parce qu'on a travaillé ensemble, hein, et sans rapport, en oubliant, enfin en oubliant, on n'a pas oublié, mais sans rapport qu'un architecte demandait à un artiste de faire quelque chose. Vraiment, de parler de collaboration. Presque chaque fois, fin d'après-midi, au milieu de l'après-midi, passaient des amis à lui, hein, qui venaient, qui s'installaient, qui parlaient. Ils discutaient un peu du projet qu'on faisait, hein, sans s'apesantir, mais que toutes ces conversations, je crois, enrichissaient vraiment le projet. Et parmi ces architectes, il y avait par exemple Pierre Hébly, hein, qui, que j'ai rencontré par après et avec qui j'ai travaillé plusieurs fois par après. Après une exposition au musée d'Ixelles, Daniel Dethier qui m'avait téléphoné, voir si je voulais travailler à un projet avec lui. Hein. J'ai passé, je crois, des années à travailler avec Daniel Dethier sur différents projets. Et en dehors des projets, on continuait, en dehors de la réalisation de certains projets en particulier, hein, après 16 heures du bureau, parfois, je reste un moment, on va aller dans mon petit bureau à la cave, et on continue à parler d'architecture, de choses, et de réalisations éventuelles, de choses qu'il avait vues, qui l'avaient intéressé, et moi aussi. Et j'ai deux projets assez marquants, trois presque, c'est que son bureau était situé dans une maison familiale où il habitait aux étages supérieurs, hein, et comme il avait consacré le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier peut-être, à ses bureaux, hein, j'avais fait une peinture sur la cage d'escalier, euh, reprenant les trois niveaux, hein, qui ont un peu transformé, sans transformer physiquement, qui ont transformé par la couleur, par le projet, par la peinture, cette notion de maison où il y a des bureaux et du public privé. Hein. Et alors, comme projet que j'ai vraiment retenu, on a fait les tours électriques, les tours Pouplin, hein, dans une petite rue aussi, deux tours,
des parallélépipèdes rectangles verticaux, espacés l'un de l'autre. Hein. Et dans le projet, je lui avais proposé de déboîter, et c'est ça qui donnait des jeux de reflets, le jour avec la lumière, et la nuit avec la lumière artificielle, la soirée en hiver avec la lumière artificielle. Et c'était quand même un bâtiment d'électricité, quoi. C'était aussi à la source de son intégration. Et le troisième particulier, c'est les amphithéâtres de l'Opéra à Liège, qui étaient des anciennes salles de cinéma entrecroisées. Il y avait plusieurs salles de cinéma et qui devaient transformer en amphithéâtre pour les étudiants euh, qui allaient revenir à Liège centre. Là, dès le début, il m'avait demandé de réfléchir à des propositions de couleurs, de dessins ou de couleurs. Hein, et j'avais vraiment travaillé sur une idée qui était de faire une espèce de carottage, un carottage à base carrée, hein, au centre, euh, à peu près au centre de ce bâtiment, et qui interviendrait en tout et en partie, toujours dans les cages d'escalier, et toujours une partie dans chacun des amphithéâtres. Hein, et que ça pouvait être très petite surface, mais c'était plus une surface, c'était un volume de couleurs et d'une seule couleur. Dans le projet, je voulais, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, mais que tous les matériaux euh, de l'amphithéâtre soient de la même couleur. Hein, c'est-à-dire le sol, le plafond, les morceaux de mur, les sièges, les tissus des sièges. Hein. Ça a été réalisé comme ça. Et le projet, on en a discuté bien sûr, mais je crois qu'il n'a pu être réalisé que parce que c'était Daniel Lethier et que sa conception de, de respect, d'exactitude, de volonté d'aller, quand il avait un projet, de le réaliser tel qu'il l'avait prévu. Nous l'avions prévu. C'est lui qui avait les discussions importantes telles que nous l'avions prévu, soient respectées et pas attaquées par même un petit défaut, un petit changement, parce que si, parce que ça. C'est pour ça que j'avais dit, même les toilettes, la commodité, tous les espaces compris dans ce volume étaient de cette couleur. Une couleur rouge. Mais qu'il a fallu beaucoup chercher parce que trouver des tissus de revêtement de fauteuils rouges, du même rouge que la peinture rouge, que le sol rouge, que le plafond rouge, les dalles d'isolation du plafond, par morceaux et pas encore le tout rouge. Hein, et que tout a été réalisé comme il a voulu. Norbert Neves et Fabienne Courtejoie. Effectivement, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont proposé de travailler avec eux sur la transformation d'un bâtiment ancien industriel qui devait devenir le collège Saint-Benoît à Liège. Hein. Et on a travaillé forcément un collège, enfin forcément comme c'était un collège, j'ai pas été introduit de la couleur dans tous les locaux et partout. Hein. On a travaillé sur les sols avec des lignes noires pas qui indiquaient, mais qui resignalaient les entrées, les croisements, hein, et surtout aussi toutes les cages d'escalier étaient peintes en rouge fluo, qui a aussi dû être un peu condensé, industriel bien sûr, hein, ces couleurs, mais le rouge fluo, quand on commande du rouge fluo, il est parfois un peu rose pour faire
très publicitaire. Et on a fait un mélange de rouge et d'orange pour le rendre tout à fait rouge. Alors il était dans n'importe quel, enfin pas n'importe quel endroit, dans tous les espaces, si on cherchait une sortie, une entrée, une manière, c'était la zone c'est des portes qui n'étaient pas fermées, était visuellement très, très lisible. Et ça a très bien fonctionné. Et la direction était très contente pour ces raisons-là aussi, quoi. De ne pas devoir mettre des panneaux partout, attention, entrée, escalier, descente. Et comme le bâtiment extérieur était sur une face sans ouverture, sans fenêtre, et qu'il était question, je ne sais pas si c'est réalisé depuis, de construire une piscine. Je ne sais pas si ça a été réalisé. Il y avait un grand mur en ciment et on a tracé deux grandes lignes, une grande ligne horizontale noire et une grande ligne horizontale blanche contiguë qui rappelait un petit peu, enfin qui rappelait, mais qui n'était pas extraordinaire parce qu'il y avait des lignes noires dans les entrées au sol. On avait quand même travaillé sur les sols et particulièrement sur les circulations. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs autres architectes, dont quelques-uns que je voudrais citer parce que les conditions avaient été tout à fait de discussion et d'amitié presque importantes. Il y a Alain Hénan et Anne Dorgis de chez Canva, où entre autres je signalerai un Dinan, un parking à Dinan, où le plafond était une prouesse, enfin on m'a dit une prouesse d'ingénieur, tout à fait ondulé, un béton ondulé, et je n'ai proposé qu'un ovale blanc sur le béton qui ressoulignait, qui renforçait déjà la qualité. Pierre Ebling, avec qui j'ai fait le dépôt d'œuvres d'art à Mons, et que j'ai rencontré en dehors aussi du travail d'architecture et avec qui je viens de reprendre un travail un peu assez important actuellement. Marc Lacour, où j'ai fait le centre Mézin. Toute l'architecture était verre, acier et béton. Et c'est la couleur, uniquement la couleur en plus, qui a animé particulièrement l'espace. Et Lucien Jacques Boucher, Marc Libois, où j'ai fait plusieurs projets, et entre autres, à l'avenue Tervure, un immeuble de bureau, une transformation d'un immeuble de bureau, où il a construit des bureaux dans tout l'espace non bâti entre l'avenue Tervure et la rue derrière, mais à une distance de, de, au moins 2 mètres de mur mitoyen. Et là, j'ai fait une peinture sur tout le mur mitoyen qui offrait des tableaux à tous les occupants. Julien Dailly, architecte à Charleroi, a fondé Réservoir et avait la proposition de travailler sur le ring de Charleroi. Et puis on avait discuté. Je dis ça c'est terrible, je dis le ring souterrain, et il y a le ring à Charleroi, il y a le ring souterrain et le ring aérien. Il dit non, malheureusement, le ring souterrain, c'est pas pour maintenant, c'est un autre contrat, c'est un autre, c'est tout le ring aérien. Forcément, j'étais content du projet, de l'intitulé du projet. Et alors, on a visité plusieurs fois, et aussi la seule
Julien Marie-Noël Dailly, qui est une photographe très très bonne, qui habite Charleroi, et le ring passe devant sa fenêtre de son appartement, qui est un appartement fantastique. C'est le Baum qui avait construit ce bâtiment, et les fenêtres étaient sans châssis glissant ou ouvrant. Toutes les fenêtres s'ouvraient, et il avait le ring à 50 mètres devant chez elle. Il avait fait déjà des photos, il a refait des photos du ring, de parties du ring. Hein, et moi, j'ai proposé comme projet de tenir compte que de la partie vraiment aérienne qu'à Charleroi, ou ailleurs, mais en particulier à Charleroi, tous les supports du ring, les colonnes, les poteaux, étaient déjà entremêlés d'autres choses, pour les voitures, de parking, était comme un débarras d'objets de toutes sortes. J'utilisais une couleur sourde, hein, gris, mais pas gris, pas un gris trop gris, brun, gris, brun, gris, brun, lourd, sourd, dans l'objectif de ne pas rendre lisible que toute la surface aérienne. Le dessous de la surface aérienne peut être utilisé pour le dessous et les parties lisibles par le piéton, par l'automobiliste, par deux couleurs fortes, noir, brillant et rouge, presque fluo. Hein, donc d'utiliser les deux couleurs par morceau, mais avec une suite dans les morceaux, mais une suite qui tenait compte des particularités de l'endroit, quoi. Hein, une lecture directe, une lecture approximative, une peinture qui disparaît dans un sens différent, et une peinture forte dans l'image environnementale.